Bon, comme d'habitude, notre remarque, Fire est une marque enregistrée, déposée d'HL7. Tout ce qu'on fait ici, c'est en considération, en respect avec les limitations, donc les licences de Fire, c'est une licence ouverte. On n'est pas, si c'est pas une formation officielle, c'est des autres participants, des autres acteurs, comme par exemple HL7. Cette présentation est une compilation de matériel qui sont disponibles ailleurs ou des matériels qu'on a créés exactement pour cet objectif. Et c'est libre de partager ou de récupérer des matériels si l'information, donc si on a les crédits aussi attribués à nous et ou aux autres qui ont créé. Pardon. Pour aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un petit rappel de profilage en Fire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on appelle profilage? Quels sont les objets, les structures qu'on crée quand on fait profilage. Après ça, on va regarder qu'est-ce que c'est un implementation guide, un guide d'implémentation Fire, comment est-ce que ça structure les différents aspects de publication, et on va même avancer pour une construction d'un implementation guide de façon très, très simple pour démontrer exactement qu'aujourd'hui, il est très, très simple de faire un implementation guide. Donc, si on a des questions, prière de les présenter, de simplement parler. Aujourd'hui, je vais utiliser que des outils open source pour faire ce type de choses, pour faire le même type d'initiative qu'on a ici. Ici, on est quatre, on pourrait même les faire tous nouveaux. C'est nécessaire. C'est bon d'avoir une compte GitHub et aussi un client de GitHub. Normalement, on peut faire la publication des implementation guides soit online, soit offline. Pour les choses online, tout est prêt pour nous. On n'a pas besoin de rien installer. Pour la construction, pour la compilation locale, il faut avoir quelques outils. Java, Jekyll, Sushi, Jekyll exige aussi Ruby on Rails. Sushi exige Node, Node.js. Il y a des petites choses, un petit nice to know qui pourrait être important pour l'installation de Node. Mais bon, c'est pas difficile de l'installer. Les instructions sont là, les dépendances sont là. Si d'ici, voilà, à partir d'ici, si vous voulez créer votre propre implementation guide, sont les outils qu'on peut créer. Alors, on va laisser le vidéo, mais je profite d'avoir ici une participation déjà ici dans la session et demander, fouiller, est-ce que tu as fait déjà les implementation guides ou non? Ou tu vas démarrer ou comment est-ce que ça va être de ton côté? S'il veut répondre. Vous fouillez. Oh, il y a des gens qui sont là encore. OK. Donc, je peux poser la question. Vous pouvez la laisser, vous pouvez parler ou laisser là dans la chat. Est-ce que quelqu'un d'ici dans le groupe a déjà fait ou participé à l'élaboration d'un implementation guide en Fire? Si oui, prêt de dire, c'est pour curiosité, pour aligner notre discussion. J'espère que vous m'entendez. Oui, Bonjour à tous. Oui, on t'entend. OK. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà fait? Moi, j'ai participé à
à vos sessions, à la dernière session, si je me rappelle bien. Okay. Ouais. Mais pas encore participé à l'élaboration d'un implementation guide. C'est vrai? Non. Ouais. OK. C'est bon de savoir. Donc, on va faire exactement ça. Donc, parce que si tout le monde dit oui, on a déjà fait, donc la session serait avec une autre forme. Ça serait un peu plus dans quelques détails. Mais on va montrer comment est-ce que tout ça, c'est facile, soit online, soit offline. Donc, la partie 1. Un petit rappel de la dernière session, FHIR, profilage et terminologie. Oups. Alors, comme on avait vu, dans FHIR, on a les ressources, mais on a aussi les aspects de terminologie, on a des fonctionnalités de modélisation, par exemple les modèles logiques, le mapping, on a la définition standardisée de la couche d'accès, comment accéder aux données, la search, REST, etc. SOAP, GraphQL, donc on a tout ça préconisé et défini dans la spécification. Et on a finalement l'implémentation de FHIR, donc les aspects liés à l'implémentation de FHIR. Ça veut dire normalement les aspects de conformance, par exemple définition de structure, les specs de cette structure, la validation qui peut être un peu automatisée, et les implémentations de référence et les orientations. Partout, on a donc, comme on définit un système, on définit un système, on définit les spécifications du système. Ce qui est de nouveau en FHIR, c'est que toutes les spécifications sont techniques et machine readable, je ne sais pas comment dire en français, sont lisibles par les machines, sont computables, je ne sais pas quel est le bon mot. Mais ça veut dire qu'à partir du moment qu'on fait une spécification, elle n'est pas interprétée seulement par les gens qui peuvent la lire, mais par les ordinateurs, les logiciels qui la processent. C'est pour ça qu'on va voir que les Implementation Guides, c'est une publication automatique de spécification. La validation de terminologie, c'est aussi automatique. La définition de cette terminologie, c'est aussi automatique. Parce que les spécifications, la façon de faire des spécifications en FHIR, c'est, oui, computable, machine readable. Donc, ce qu'on fait dans le profilage, c'est de définir des ressources, des profils, donc des contraintes pour les définitions de structures de données, et les terminologies, définir nos value sets et si nécessaire, les code systems. Si ça ne vous dit rien, je vous invite à revoir le vidéo de la session précédente, mais basiquement, on a des ressources FHIR. Et si on veut faire notre spécification nationale, par exemple, ou pour un projet spécifique, ou pour une région, ou pour une ville, ça dépend de notre scope, notre demande. On peut faire une couche d'adaptation FHIR ou de conformance FHIR qui est compatible avec FHIR, mais qui est un peu plus précise, par exemple en utilisant qu'un value set pour l'état civil ou pour le code des pays ou quelque chose. Donc, on définit les aspects de FHIR de façon plus précise pour dire, oui, FHIR, c'est trop vague, oui, ça permet toute une série de choses. Pour cet objectif, pour ce projet, pour ce pays, on va définir que ça doit être exactement comme ça. Donc, ça, c'est un profil. Un profil est le nom d'une ressource contrainte d'en FHIR. Donc, si on a une ressource FHIR, par exemple, medication request, on peut dire que medication prescription line, par exemple, c'est un profil de medication request. Ou aussi, je peux dire que si on a le patient, une ressource patient, on a le profil US Core Patient, c'est un profil, et je peux faire mon propre profil qui est basé sur ça. Vous vous rappelez, dans le diagramme des couches, on peut ajouter des couches qui sont une sous-spécification de la spécification précédente. Je peux toujours
ajouter des contraintes. Et comme je viens de dire, toutes ces définitions sont définies par des ressources techniques. Alors, quand je définis une ressource, par exemple, le sexe du patient, c'est obligatoire dans ma région, je regarde l'aspect et je vois que ça, c'est pas obligatoire dans l'aspect FHIR, mais si pour une raison ou autre, je dis que le sexe du patient, c'est requis, c'est obligatoire dans mon pays, dans ma spécification, je vais faire ça, mais pas par texte, mais je vais le faire techniquement. Ça, c'est fait dans la ressource Structure Definition. La ressource Structure Definition, je pense que j'ai des figures là. Oui, je vais avancer un peu. C'est un ressource FHIR qui sert exactement pour définir la structure des données. Et ça peut se baser dans des structures déjà existantes. Je vais avancer sur ça un petit peu et après j'arrive encore à la structure definition. Dans chaque définition de structure, dans chaque structure definition, on a des éléments. Et ça correspond aussi à une ressource FHIR qui s'appelle element definition. C'est pour ça qu'on a une structure definition avec des element definition. C'est simple. C'est la définition de la structure que j'observe ici. Donc, ressource, element, c'est ça. Data type, c'est une partie de element definition et ressource, c'est une structure definition. À côté, on a aussi l'Evaluated Code System. C'est ça. Et tout ça sont ressources FHIR. Profiler, pourtant, profiler, c'est exactement créer de ces types de ressources et les mettre dans une spécification. C'est exactement ce qu'on va faire. Comment est-ce qu'on fait ça? Maintenant, d'un côté, j'ai un nouveau projet, j'ai quelque chose à faire. Quelqu'un m'a dit, il faut mettre ça dans FHIR. Je pense que c'est prévisible l'abordage. Quelqu'un me dit, voici les contraintes, les demandes de données, les use cases, etc. La première chose, c'est qu'est-ce que je vais prendre comme ma base? Si je suis dans un pays et je définis l'aspect pour un projet, si j'ai la couche du pays, je dois normalement réutiliser cette couche. Si je vais définir une couche de FHIR nationale, ou si je n'ai pas une couche nationale et je vais immédiatement aller vers un projet, quel que soit le projet, qui n'est pas strictement national, je prends de l'aspect FHIR ou des autres specs. Donc, c'est très important de bien choisir la base à partir de laquelle je vais faire le profilage. Et à partir de là, je vais prendre en source, par exemple, le patient. Et car j'ai le element definition, je peux redéfinir quelques aspects des éléments de données de la structure. Si je prends, par exemple, le patient, je peux dire que, oui, le sexe du patient, c'est obligatoire. Je peux ajouter des contraintes. Parce que dans la couche base FHIR, le sexe du patient est optionnel, je peux le mettre comme obligatoire. Le contraire n'est pas possible. S'il est obligatoire, je ne peux pas laisser ma couche plus flexible ou moins contrainte que la couche base. Si j'ai besoin d'ajouter quelque chose ou si quelque chose est trop strict pour moi, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des extensions. Et ça, c'est aussi prendre le ressource extension, qui c'est aussi défini par un structure definition, et on va ajouter des contraintes. Des contraintes, c'est, j'ai une extension générique, mais je vais faire l'extension générique. Donc, l'extension n'est plus générique pour moi. Je prends l'objet et définis extension comme gender identity, identité de genre. Je peux faire ça parce que je prends quelque chose qui c'est trop flexible et je la laisse un peu moins flexible. Et aussi, les terminologies, on va le voir, par exemple. En rappelant toujours qu'on est dans les couches et chaque couche doit être plus spécifique que la couche inférieure ou la couche précédente. C'est pour ça que si j'ai quelque chose qui n'est pas possible dans la couche précédente, je dois ajouter des extensions. Attention à ça, on peut toujours le faire, il n'y a pas de risque, pas de problème, mais chaque fois que je mets
une extension, je prends la responsabilité par l'impact de cette extension, parce que c'est plus quelque chose défini par des experts Fire pendant des années de discussion, c'est quelque chose que moi j'ai défini pour mon projet. C'est plus de liberté et un peu plus de responsabilité individuelle de chacun qui va faire des extensions. Mais pour les éclairs, il n'y a pas, il y a aucun, il y a des limitations en termes de complexité pour utiliser des extensions. Donc, dans la mesure du possible, on ne devrait pas avoir trop d'extensions, surtout si elles existent. Et par exemple, si on observe qu'un profil est plein d'extensions, c'est un signal que oui, ça sent pas bien, normalement, ça semble pas une bonne chose. Si, par exemple, on pourrait mettre le patient et ajouter une extension, c'est medication, pour dire alors, si on prend le patient et on met une extension pour medication et autre pour le status et autre pour quelque chose, et on l'appelle prescription. Techniquement, c'est possible, mais c'est pas du tout comme on fait. Donc, chaque ressource a son objectif et c'est important, à la mesure qu'on ajoute des extensions, de voir est-ce que on respecte l'objectif initial du ressource, de ce ressource ou non. Si on fait des déviations, il est un signal oui, d'attention. En suivant pour la définition des éléments, brièvement pour dire, oui, il a une source qui s'appelle Element Definition, qui définit qui est l'élément base, qui est le type de données, s'il y a ou non des value sets associés ou non, s'il y a des contraintes, par exemple, le contrainte, je le rappelle, c'est, je peux avoir une règle, par exemple, si dans le patient, l'identité de genre est présente, le sexe administratif doit être aussi présent. Si je veux créer ce type de règle, c'est techniquement possible et c'est exactement avec des définitions, la définition technique de ressource Element Definition. Ça, c'est la théorie. On va rapidement avancer dans la pratique. La structure, comme j'ai montré, c'est la Structure Definition. Si je vais créer un profil, une ressource, je vais créer en fait une Structure Definition. Et ce que je vais voir, c'est ici, on a des choses. La traduction, c'est un peu trop forte. Là, il y a des choses, je me permets de le dire toujours en anglais, c'est le snapshot et les différentiels. Differential. So, snapshot, c'est mon source comme je vais le voir. Differential, c'est à partir de la base, où est-ce que la base est la base ici, la base definition. Si je prends le patient, je vais faire un structure definition basé sur patient et je vais l'appeler my patient ou mon patient. Je prends la base et j'ajoute des règles différentielles. J'ai pas besoin de recréer le patient si tout ce que je veux faire, c'est ajouter une contrainte. Ça sera très clair dans l'exemple, mais pour savoir qu'il y a dans la structure definition le snapshot et le differential. Le differential, c'est les choses qu'on ajoute, les contraintes qu'on ajoute à partir de la base. Et à partir de là, la machine, la machine de publication, le système de publication va préparer le snapshot, que c'est la compilation de toutes les couches précédentes jusqu'aux ressources finales. Je vous présente ça dans quelques minutes. Pour les extensions, on a l'élément extension, c'est comme j'ai dit, basiquement, presque tout dans Fire peut avoir une extension. Et ça, c'est ici la définition d'extension, et c'est très flexible. C'est extension à une URL et une valeur qui peut être quelque chose, n'importe quoi. Quand on fait des extensions, on va dire que strictement, ce qu'on dit, c'est, je l'exprime dans mes mots, ce qu'on fait, c'est, oui, tout peut être étendu dans Fire, mais je vais réserver des extensions spécifiques pour mon objectif. Donc,
en pratique, on ajoute des extensions, mais théoriquement, on n'ajoute pas parce que les extensions sont toujours là, optionnelles. Mais on prend les extensions optionnelles et on les définit. Pour les terminologies, je vous présente un petit rappel de ce que l'on a discuté la session précédente. Il y a des éléments qui sont codés, le coding et le codable concept. Le code, c'est le code. Le coding, c'est le code, mais aussi avec la version, le système de codage, l'affichage, donc le texte. Et si l'utilisateur l'a sélectionné ou non, parce qu'il y a des codes qui sont équivalents, mais on veut taguer le code effectif que le médecin a sélectionné. Et on a le codable concept, c'est un ensemble de coding plus le texte. Par exemple, code, c'est appliqué dans des statuts active, inactive, etc. Sont les éléments que nous sont des codes définis par la norme FHIR. Personne d'autre ne va pas inventer des statuts pour le patient. Le patient, ça soit actif ou inactif ou non. Pardon, actif ou inactif. Pour le coding, on utilise, et pour ça, le code, on a besoin que de code parce que patient gender et patient status sont associés à un code. Il n'y a pas plus de système pour définir le code. Le code, c'est défini dans la norme. Le système de codage, donc les codes possibles sont définis dans la norme FHIR de base. Il y a beaucoup d'exemples pour le coding. Le coding, c'est quand on a besoin de coder quelque chose, mais pour lesquels les codes ne sont pas définis par la norme, mais sont définis par exemple LOINC, SNOMED, etc. Et le codable concept, c'est pour les choses qui sont codées, donc coding, qui peuvent être codées de plusieurs façons. Par exemple, la même chose peut être codée dans LOINC et SNOMED. Et aussi pour les choses pour lesquelles on n'a pas le code. Et pour ça, le texte. Ce sont trois types d'éléments qui sont codés dans FHIR. Et pour ça, comme on avait vu dans la session précédente, les éléments qui peuvent être codés sont définis. Dans la définition, on indique quel est le value set qui est associé. Par exemple, les codes SNOMED que pour les fractures. Et ça arrive, les codes du value set sont dérivés d'un ensemble plus grand. Et le vert ici, donc le value set, c'est spécifique pour un contexte. Le bleu là, le code system, c'est context independent, c'est-à-dire je vais publier SNOMED une fois, mais pour chaque objectif, pour chaque usage des petites parts de SNOMED, je peux créer différents value sets. Bon, c'est ça, on va créer des codes. Je vais avancer, c'est un rappel de la session précédente. Oui, aussi important pour les profils, on a le binding, la force, oui, je sais pas si c'est le binding strength, mais je pense que c'est la force de liaison, force de conformance, je sais pas. Pardon. Il y a différents types de définition de quelle forte est l'association d'un élément avec les valeurs d'un value set. Si je veux dire que l'élément ici doit être codé par ces éléments et pas d'autres, c'est obligatoire. Dans la norme FHIR, c'est required binding. Si je veux dire on a ces codes mais peut-être il y a des autres codes qu'on ne connaît pas. Par exemple, les codes légaux pour l'état civil d'un patient. On dit que, selon la loi, on peut arriver à ces valeurs-là, mais si quelqu'un vient d'un autre pays, il y a un autre code de l'état civil et c'est que c'est pas résident, c'est quelqu'un, un touriste qui arrive là, on peut avoir des autres valeurs. C'est un exemple. Le code préféré, c'est on propose des codes, mais
les systèmes peuvent implémenter des autres codes si nécessaire. Et l'exemple, c'est on propose, on n'a rien à dire si vous utilisez les autres codes. Tout ça, c'est technique. Ça veut dire que si j'ai un code pour lequel le binding, c'est obligatoire, c'est required, si je dis que il faut utiliser que ces codes-là, il y a la validation FHIR, j'espère qu'on la puisse voir aujourd'hui. La validation FHIR va avoir pour chaque code de chaque exemple, et quand vous implémentez ça dans un client, en serveur, vous pouvez valider les ressources qui arrivent ou les ressources qui existent et dire est-ce que cette ressource est conforme à la norme que j'ai définie, et ça va valider tout, l'existence des éléments, et aussi si j'ai un code là qui est ou non dans le value set. Si le code n'est pas dans le value set et si le value set est obligatoire, là, la ressource ne serait pas valide. Donc, la validation valide aussi la terminologie et pas seulement si les éléments sont présents ou non. C'est une des forces de FHIR. J'avance. Oh, il y a quelque chose dans la chat. Est-ce que le code que je suis en train d'évoquer, la configuration de Colondon, la manifestation, je montre, Amadou, je peux montrer ça dans quelques minutes dans un exemple. Je pense que j'aurai la réponse, mais si tu te rappelles de me rappeler, si je ne réponds pas, ok, merci. Alors, quelques aspects pratiques de comment est-ce qu'on va faire, c'est des orientations, c'est pas strict, mais valider toujours ce qu'on fait. Si on est des auteurs d'implementation guides, si on est des professionnels qui font des implementation guides ou qui contribuent pour les implementation guides, c'est très utile, à mon avis, d'utiliser toujours des exemples, pas seulement pour valider la technique, pour savoir si effectivement mon exemple valide, que mon profil est valide ou correspondent à ce que je veux, mais aussi pour les présenter aux interlocuteurs, par exemple les fonctionnels, les cliniciens, et dire voici un exemple du patient, voici un exemple de medication, voici un exemple du device. Pour les présenter, pour ça, oui, c'est ça, oui, il manque quelque chose ou non. Des exemples, c'est très, très bon, très intéressant pour valider l'input qu'on a reçu. Aussi, préconisation, donc c'est préférence, utiliser des modèles logiques donnés. On va avoir un exemple pour discuter avec la partie qui sont partie de la discussion. Si j'ai des discussions, chaque fois que j'ai des discussions avec les gens qui ne sont pas techniques, si quelqu'un parle de structure definition ou ressources patients ou ressources medication request, je ne suis pas confortable là parce que c'est pas l'objectif de ces discussions, c'est que les cliniciens comprennent de plus en plus la technique de FHIR. Non, pour moi, c'est le contraire. C'est valider l'input logique fonctionnel avec le clinicien, et après, tout ça, c'est une question technique de transposition de l'input fonctionnel vers la technique. Une préconisation, c'est très clair pour moi, ça m'aide. Utiliser des modèles logiques donnés, c'est une structure abstraite de données qu'on dit, c'est ça les éléments qu'on va mettre en FHIR, et si tout le monde se met d'accord sur ça, le travail technique, c'est bien plus facile. Sinon, si on dit, oui, est-ce qu'on doit utiliser une ressource qui s'appelle provenance, ou une ressource qui s'appelle device, ou une ressource qui s'appelle structure definition, on est déjà perdu. Donc, c'est pour séparer les discussions, mais plutôt pour éviter que les gens du fonctionnel sont bloqués par leur absence de connaissances trop détaillées techniques. Et aussi important, c'est de mettre en place toujours, surtout si vous travaillez pour un projet long ou pour une organisation nationale, si vous voulez déployer FHIR à l'échelle régionale, nationale ou d'une organisation, de mettre en place une méthode de travail pour savoir quels sont les critères d'acceptation de nouvelles demandes, où est-ce que les nouvelles demandes sont visibles, qui peut avoir une demande, qui va participer aux réunions de décision, qui peut décider, qui va l'implémenter,
quel est le résultat, où est le résultat de ces changements ou de la révision. Donc, il y a une série de nice to know, de choses à savoir et à faire. C'est en méthode de travail. Je pense qu'on va avoir une session, je pense l'année prochaine, exactement sur les méthodes de travail parce que c'est un point de plus en plus intéressant parce que tout le monde fait du Fire et c'est bon d'avoir des méthodologies compatibles ou un peu plus compatibles. Oui, pour le profilage, c'est vraiment important de retenir toujours qu'on travaille en couche. Normalement, pour mon projet, si j'ai dans ma tête le projet, je vais faire tout très détaillé, très spécifique, mais si mon objectif, c'est de laisser ça comme la couche nationale, si je suis trop spécifique, si j'ai trop de demandes là, c'est bien probable que un autre projet qui est dans le même pays, dans la même organisation, ne va pas respecter une constante de mes 100 contraintes et à cause de ça, ils seront obligés de refaire tout le travail. Donc, choisir les cardinalités et les liens, les bindings, donc les contraintes de terminologie pour n'être pas trop strict. Parce que si on est trop strict, on oblige à tout le monde à être trop strict et inévitablement, ça veut dire que si je suis trop strict, quelqu'un à côté va échapper mes contraintes, va faire un autre profil et on a la multiplication du profil. C'est très important d'être bien balancé, de ne pas laisser tout ouvert, mais de ne pas essayer de tout clôturer, de tout définir, parce que demain, on va avoir un nouvel requirement qui va tout bloquer et pour lequel les gens vont échapper. Donc, ils vont faire un autre profil. C'est ça qu'on veut éviter. Finalement, Implementation Guide. Je vais avancer très rapidement parce que je vais avoir 20 minutes encore pour la pratique. Basiquement, la grande part de la communauté Fire utilise les Implementation Guides. Je pense que toute la communauté utilise les Implementation Guides dans différentes plateformes pour écrire des spécifications techniques et fonctionnelles. Implementation Guide, c'est aussi une ressource, je pense qu'on va le voir dans le slide suivant, mais c'est aussi un écosystème d'outils qui produisent une publication web. Je pense que quelqu'un de vous l'auront déjà vu un Implementation Guide, et qui contient, donc cette publication contient les spécifications de données, le texte des exemples et des autres choses qui permet aux développeurs d'implémenter une spécification Fire. Les objectifs de Implementation Guide sont je ne rappelle pas ici, là, pardon, je suis un peu perdu l'attention. Oui, si on a une couche, on va ajouter une autre couche technique dans chaque implementation. Donc, chaque implementation guide peut se baser sur la couche précédente. Comme je viens de dire, je fais un implementation guide, c'est ma couche. Alors, une couche peut être un implementation guide ou un ensemble d'implementation guides. Et c'est important d'être flexible avec ce qu'on attend. Donc, on dit que oui, on espère toujours que le sexe du patient sera là indiqué, mais attention, il y a des cas que ça ne sera pas présent. Et pour ces cas, on ne veut pas perdre les données. Dans ces cas, c'est mieux d'être flexible avec les données qu'on accepte. Même si on dit que cette spécification, c'est pour un projet, pour l'envoi d'informations, et on connaît très bien la base de données de ce projet, c'est clair, on peut être très strict, mais la question, c'est que d'ici demain, on va avoir une demande qui dit ouais, mais maintenant, ce n'est pas l'exportation de données, c'est l'importation de données. Est-ce que le projet est capable d'accepter des inputs avec des choses des valeurs qui ne sont pas présentes? Oui, si on est flexible, oui. Sinon,
on a une contrainte que c'est pour le scénario idéal et le système devient non conforme. C'est toujours la même chose de définir que la couche doit avoir un bon équilibre entre strict, suffisamment strict pour être spécifique pour notre objectif, mais aussi flexible suffisant pour ne pas pour ne pas rejeter les données qui seront encore valables fonctionnellement. Un implementation guide, ou le lien ici, je peux le mettre à jour, je vais le mettre à jour, je vais mettre notre lien dans la chat, un instant. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était le premier slide. Donc, je vais mettre dans la chat le lien. C'est qu'une correction au slide précédent. Voici l'implementation guide. C'est une publication HTML avec un menu, avec des aspects, avec table of contents, qui c'est normalement plus ou moins structuré et standardisé. On a toujours l'artifact summary avec les différents objets qu'on a définis. Quelqu'un dans la chat. Texte. Est-ce qu'on peut, un environnement de texte dédié à l'implémentation de la technologie Fire? Mamadou, je ne comprends pas la question, si tu peux le parler. Oui, José, merci. Hein. Donc, en fait, je voulais juste savoir si on peut, là, genre, il y a un environnement dédié pour faire les tests. En fait, là, on peut faire des configurations, on peut voir la sortie, entrée, comment est-ce que Fire communique avec les autres et tout. En fait, je parle d'un environnement de test, quoi. J'excuse le texte, je disais test. J'y arrive. OK. Oui, mais donc, c'est un implementation guide ici. Il y a plusieurs choses, c'est des liens ici et là, mais le principal, je vais revenir vers mes slides. Oui, on a des ressources. On va les voir live, mais on a des ressources. On a des value sets. On a, c'est le type de ressources qu'on a. Oui, je peux m'arriver vers là. Par exemple, ressources. Je vais voir dans les artefacts. Par exemple, je peux avoir, comme j'ai dit, du texte. Ça, c'est du texte libre. C'est une page dans ma spécification. Ça, c'est une autre page dans ma spécification. Et là, j'ai le artifact summary. C'est toujours là, on a toujours une liste de la technique, des spécifications techniques. Comme j'ai dit au début, la spécification Fire sont faites techniquement. Voici les ressources techniques qui correspondent à cette définition. Dans cette définition, cette spécification ici, je vous montre un modèle logique de données, je reviens là, un questionnaire, un profil, des value sets et des exemples. Je vais montrer, par exemple, le profil. Un profil, c'est une structure definition. Je vais vous montrer brièvement avant de naviguer un peu dans la page, mais le profil Food Allergy, c'est une ressource du type Structure Definition. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, tous les specs sont ressources en Fire. Et ça correspond à une énorme quantité de JSON, de contraintes. J'explique pourquoi. Alors, mais un peu avant de rappeler cette histoire, je voudrais vous présenter qu'est-ce qu'on a fait ici. Ceci, c'était un exemple très simple dans l'implementation guide. Et je peux vous montrer, je peux montrer le lien, un autre lien, ça c'est la source. C'est dans le chat. La source de l'implementation guide, c'est une série des fichiers de données qui correspondent à une spécification Fire. L'Android, c'était une chose qu'on a ajoutée après,
Donc, l'important, c'est le input. Le reste, c'est les scripts, on n'a pas besoin de voir ça. Mais dans le input, on a les pages narratives qu'on a définies et on a aussi les objets définis. Et pour ça, pour montrer ça, je vais le mettre dans mon ordinateur. Vous vous rappelez, au début de la session, j'ai présenté que c'est bon d'avoir un client pour faire le travail local. Je vais faire exactement ça. J'espère l'avoir de mon côté. Oui, je l'ai, mais je l'avais déjà. Je vais, oui, je vais le montrer. Ce que j'ai fait, c'est exactement de transporter, de synchroniser mon ordinateur avec les fichiers qui sont dans GitHub. C'est tout ça. Et je vais voir où est-ce que c'est. Oui, ça prend son temps. Désolé, un instant. Et quand j'ouvre les fichiers, oups, et voilà. Et si j'ouvre mes fichiers, je vais voir que j'ai ici la page d'introduction, j'ai des fichiers qui vont me laisser configurer des exemples, etc. Je reviens à la syntaxe de ça. Mais c'est ça, donc j'ai la page de début, la page d'introduction, et c'est là, je tape du texte. Par hypothèse, ce que vous présente aujourd'hui, c'est un implementation guide de food allergy, des allergies alimentaires. L'histoire que je peux vous conter, c'est, imaginons que quelqu'un nous dit, on a besoin de faire, on sait que Fire peut tout faire, mais on a besoin de faire une chose très spécifique, très claire, très foquée dans les allergies alimentaires. Est-ce qu'on peut faire ça? Nous, comme auteurs, on dirait oui, on va créer l'implementation guide, c'est clair. Et pour ça, je ne sais pas si j'ai ici les instructions, mais je vais voir rapidement. Oui, je vais faire la partie pratique à la mesure qu'on va. Ça, on a déjà parlé. Ça, on a déjà parlé. Ça, c'est ça que je vais montrer. Créer, OK. Très rapidement, pour rappeler, on a parlé de parler avec les cliniciens, des gens du business. Dans l'exemple aujourd'hui, imaginons que quelqu'un nous dit on a besoin de ça, l'allergie alimentaire. On va dire oui, il faut que vous nous donnez les exigences, les demandes de données. Quelle est la structure de données que vous voulez capturer et échanger? Et les gens vont dire oui, OK, pour chaque fois que le patient veut déclarer une allergie alimentaire, il doit remplir sa identification, quelle est la substance pour laquelle il est allergique ou elle est allergique, et cette substance doit être dans une terminologie, donc ça peut être pas texte libre, ça doit être codé, et voici donc la structure de base. Si on a avant tout ce type de discussion. Après, on le capture, ce modèle d'information, le modèle logique donné, on fait ça. À partir du moment qu'on dit, voici la structure de données qu'on veut capturer pour l'allergie alimentaire, l'une chose très intéressante de faire, c'est toujours consulter la communauté FIRE, donc chat.fire.org, pour dire, oui, on essaye de faire ça. Est-ce que quelqu'un l'a fait déjà? Parce qu'on a normalement des bons conseils là, des expériences de personnes qui ont déjà fait la même chose, mais surtout, c'est bien probable, de plus en plus probable que quelqu'un a déjà fait quelque chose sur les allergies alimentaires. Peut-être c'est pour un autre pays avec un autre type de code de substance, mais il y aura surtout des expériences à échanger et des choses à apprendre. Et là, à partir de ça, on est prêt pour créer notre contenu technique, des profils, des extensions de terminologie, de la narrative, des exemples, mais toujours en vérifiant s'il existe déjà quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Et on va construire notre implementation guide et répéter. Répéter, parce que vous allez voir que c'est bien facile de faire des changements, les valider, vérifier et
si quelque chose n'est pas correct ou si on a besoin de changer, on ajoute des choses et c'est ça. Donc, je vous ai montré GitHub. Je vous ai montré aussi dans mon ordinateur le Visual Studio, qui est ici, qui contient le contenu. Il y a aussi des outils comme Forge et File Shorthand qui sont additionnels à ça. Et pour publication, on a Simplifier aussi. Cette session, aujourd'hui, on parle de l'Implementation Guide Fire. Donc, Fire Implementation Guide HL7 qui est libre, ouverte et qui se base tous sur des plateformes libres. Soit GitHub, le publisher, c'est aussi libre. Donc, c'est des outils complètement libres et sans besoin d'aucune limitation, sans limitation, sans des contrats, etc. Basiquement, on va faire le changement de la source et on le laisse localement. On a le publisher localement qui va publier le static website, la même chose qu'on a vu. On a le modèle, le template qu'on peut définir. On va voir comment ça s'est montré. Mais comme le contenu elle-même, on peut le faire aussi la build, la publication online, parce que c'est la même chose. Le publisher, ça peut être exécuté dans ma machine ou dans la cloud, et je peux montrer les deux. Bon, et chaque fois qu'on publie, il va être publié dans un URL comme ceci. Ça, c'est l'implementation guide. Allons-y. Je vais rapidement montrer l'implementation guide comme il est aujourd'hui et j'espère d'avoir encore quelques minutes pour dire comment démarrer votre propre implementation guide. Si on va lire l'implementation guide, on va voir que, par exemple, c'est le profil. Donc, après sélectionner le profil Food Allergy, j'ai la vue différentielle. Comme j'ai parlé, ça, c'est les éléments pour lesquels j'ai changé quelque chose par rapport à la couche base. Donc, My Allergy Intolerance, c'est basé sur l'allergie intolerance Fire. Et j'ai ajouté le clinical status, c'était 0,1. Maintenant, je l'ai mis 1,1. Donc, je l'ai mis obligatoire. La même chose pour le verification status, la même chose pour le code. Mais le code, j'ai aussi ajouté le binding, donc la terminologie, et j'ai ajouté food allergies, qui c'est un value set que j'ai défini dans mon implementation guide. Ici, c'est le même implementation guide, et j'ai ajouté ça. Tout ça, c'est des spécifications à partir d'un modèle de données. Je vais vous montrer les modèles donnés. Et là, j'espère que ça soit clair. Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin d'un modèle donné? Si quelqu'un nous dit, oui, on a besoin pour la food allergy, le patient, l'allergène, le status clinique, donc si l'allergie est présente ou déjà résolue, si c'est vérifié, donc si c'est une suspecte d'allergie ou si c'est effectivement confirmé, la date, qui l'a enregistré, qui a dit, parce que peut-être l'enregistreur, c'est l'infirmier, qui l'a dit, c'est le patient, et s'il y a une historique de réaction, par exemple. Si on présume que c'était ça le modèle de données qu'on avait de nos experts cliniques, on a de notre côté tout ce qu'on a besoin pour faire le profil. Et le profil, c'est basiquement prendre tout ça et dire, comme j'ai mentionné avant, OK, food allergy. C'est quel type de ressource? Ça peut être un patient? Non. Ça peut être une observation? Ouais, non. On a quelque chose dédié à ça, c'est l'allergie, allergy intolerance. Donc, on va faire un profil qui s'appelle, qui est basé sur allergy intolerance. Et là, on va ajouter, par exemple, si dans mon modèle, le clinical state, c'était obligatoire, ici, je vais le mettre comme obligatoire ici. Si j'avais quelque chose dans mon modèle qui n'était pas présent dans mon source de base, là, je dois ajouter une extension. Par exemple, dans la réaction, j'ai la notion de certitude. Est-ce que la réaction est effectivement associée à cette allergie ou non? Dans notre source de base, si je n'ai pas ça, j'ajoute une extension. Et c'est ça, c'est le résultat de l'extension.
Donc, ici, on ne va pas faire le workshop, mais je vais essayer quand même de vous montrer dans le code comment est-ce que tout ça, c'est autoré, c'est créé. Et je pense que c'est ça. Oui, on a les values 7. Oui, et après, j'ai créé un exemple. Comment est-ce que ça marche? Très, très simple. Pour l'instant, on a plusieurs templates. Pour cette session, j'utilise ceci. On a le plan pour créer un autre. C'est pas pour OpenHAI, mais pour Global Goods ou un autre. On va créer un template plus flexible, plus réutilisable. Mais on démarre par ça. Si vous allez à cette URL-là, je vais aussi le laisser dans la chat, même s'il est dans les slides. C'est un template GitHub. À partir du moment que on peut utiliser, OK, bon, je vais créer un autre repositoire pour ça et je vais créer exemple 1. Voilà. Je vais le laisser public. C'est important et include all branches, c'est recommandé. Si je fais ça, on a créé une petite automation là que à partir de ce moment-là, de ce moment ici, le implementation guide est défini. Donc, le basique, le contenu basique est là. Et comme vous pouvez voir ici par la petit indicateur jaune, il y a un processus qui s'exécute. Dans 2 minutes, je vais voir l'implementation guide déjà publié dans le site qui serait indiqué ici à côté. Mais j'ai les données initiales. Et ça, je peux aussi synchroniser. Je vais ouvrir, c'est toujours la même chose. On synchronise ici. Je vais laisser toujours dans la bonne location dans mon ordinateur. Et si je fais ça, je vais aussi ouvrir les fichiers de ça. Et OK, on a rien là. Donc, on n'a pas de contenu. Et à partir d'ici, c'est là qu'on ajoute des choses. En considérant qu'on a que 5 minutes, je vais montrer rapidement qu'est-ce qu'on va faire. Les outils sont déjà indiqués. Ajouter la narrative, le modèle logique, les profils, comme on a vu. Et bon, ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Vous pouvez le faire localement, créer un nouvel implementation guide ou faire l'utilisation du template qui est déjà créé. On synchronise, c'est ça que je viens de faire. Changer le nom, on peut changer le nom de l'implementation guide ici, par exemple. Je vais faire un exemple IG, comme ça. Ça sera le titre de l'implementation guide. Allergie. Par exemple. Je ne sais pas si c'est un L ou 2 L, mais bon. On ajoute, on change des choses, les versions Fire qu'on veut utiliser, le copyright, l'organisation qu'il publie, et ça, je peux vous montrer, ça va être visible là au fond. Je n'ai pas OK, vous voyez ici l'organisation que publie, etc. C'est ça, c'est les paramètres de l'implementation guide. Donc, on peut remplir ça, mais le plus important, c'est ajouter des contenus. Et là, je vous montre déjà, pour ceux qui sont déjà habitués à implémenter un GitHub, vous pouvez consulter ici l'historique des commits. Je vais utiliser ça pour avancer très rapidement. C'est comment on ajoute un template local. C'est pas très intéressant, mais oh, c'est pas ça. Oh, pardon, c'est pas ça. J'étais pas dans les bons dépositoires. Oui. OK. Ici, vous voyez que oui, initial commit, change configuration, c'est ça que je viens de faire, changer les noms, etc. Créer une page narrative, je pense que c'est bien plus simple ça. Vous voulez savoir comment créer une page dans mon implementation guide. Bon, il faut indiquer que cette page existe avant tout et créer le contenu.
Si on crée le contenu et si on n'indique pas que la page existe, elle ne va pas être publiée. Donc, c'est important, chaque fois qu'on publie quelque chose de narratif, il faut indiquer que ça existe. C'est un truc à savoir. Ajouter un modèle logique donné, c'est comme ça. Il y a toute une syntaxe de Sushi. Je pense qu'on pourra, si on a besoin, si vous voulez, on pourra avoir une petite workshop de comment faire ça. Sushi, c'est l'outil et la langue de syntaxe qu'on utilise pour ça. Mais ça, je pense que c'est assez clair. C'est un modèle logique de Foodology. Il y a le patient obligatoire, l'allergène obligatoire. Donc, c'est une syntaxe de la norme HL7. Mais c'est une façon de définir. À partir du moment que je définis ceci, que je l'ajoute à mon répositoire, dans le fichier, par exemple, models.fsh, immédiatement, à la prochaine publication, j'aurai le résultat, le modèle logique. Oh, ok, ça apparaît ici, je pense, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais ça marchait. Ça, c'est le nouvelle implementation guide que j'ai fait. C'est que ça. Donc, on utilise le template, on ajoute du contenu et avec ça, on ajoute des choses à l'aspect. Ajouter un profil, c'est très, très simple. Je veux montrer que, oui, c'est des mass support, c'est pas important, mais par exemple, j'ai dit que clinical status one-to-one. Ce que j'ai fait, c'est prendre le allergy intolerance et lui donner un autre titre, une autre description et de mettre les clinical status, etc. comme obligatoire et c'est ça. Aussi, add example, c'est un exemple du patient. Il a toute une syntaxe pour ça. Je vais voir pourquoi le oups ici. Ah ouais, parce que j'ai fait mon profil et j'avais pas la terminologie, mais ici, j'ai ajouté la terminologie. Donc, je dis qu'ici, que le code de l'allergie doit être du value set, que j'avais déjà défini d'une autre façon. Donc, il y a toute une syntaxe pour créer des objets. À la mesure qu'on ajoute des objets, on va enrichir notre implementation guide et très rapidement pour clôturer deux choses. Chaque fois qu'on produit l'implementation guide, comme ça vient d'être publié. Oups, je ne sais pas pourquoi la date n'est pas bonne. Vraiment, parce que c'est nouveau. On a un QA report. Donc, la validation automatique, comme j'ai dit, c'est tout validé, tout machine readable. L'outil nous montre s'il y a des choses qui manquent. Par exemple, l'URL, je dis que l'URL c'est comme ça, mais à côté, je dis que l'URL c'est l'autre. Donc, il y a des problèmes techniques. Ou peut-être si je donne une valeur qui n'est pas valide ou si je mets quelque chose que je ne vais pas mettre, c'est normal que je fasse des erreurs et l'outil m'indique. Et finalement, pour les implémentations de référence, on peut l'adresser dans une nouvelle session ou offline. C'est qu'il y a un numéro croissant des options pour, à partir du moment qu'on a un implementation guide, techniquement, on a une chose qui s'appelle le package, c'est un fichier qui existe là. Vous voyez que c'était un download là. Et ça peut être injecté dans un des serveurs Happy ou des autres serveurs Fire pour nous aider à créer un serveur dédié à ça. Donc, si je veux mettre online un serveur Fire pour des allergies alimentaires, je ferai exactement un implementation guide, je ferai des exemples et je prends le package et je mets le package dans le serveur, tous les serveurs qu'il supporte, je pense que presque tous les serveurs, et à partir de là, j'ai une implémentation de référence qui est conforme à la norme FHIR, mais aussi qui contient déjà mes profils, mes value sets, mes code systems et mes exemples pour que je puisse exactement, par exemple, dire search for a patient avec with these allergies, etc. Donc, je peux l'essayer immédiatement et lancer un serveur, c'est Docker, c'est quelques minutes. On peut le discuter plus tard, je pense, mais c'est pas ce type de chat, c'est notre chat.fire.org. Je vous invite toujours à aller à la chat.fire.org et on a créé récemment une communauté francophone, je ne sais pas où est la francophone.
Donc, on a là des discussions francophones, pardon, c'est un peu lent. Oui, Fire pour les francophones. Donc, je vous invite à participer dans la discussion et je vous laisse juste ce dernier lien-là. J'espère que ça va vous aider. Pardon, s'il y en a... Oui. J'ai ici une petite question. Une autre question. L'OpenAI applique qui intègre Fire, mais au niveau africain, il y a des extensions qui ont été définies. Chaque pays africain doit faire son extension. Comme j'ai dit au début, c'est toujours bon de réutiliser des extensions qui sont déjà définies. Si on a besoin strict de redéfinir des extensions, c'est bon, mais le plus possible de réutiliser les extensions qui sont déjà définies, ça augmente la compatibilité. Surtout si ça s'agit des plateformes, par exemple OpenAI. C'est ça. Donc, oui, on est un peu après notre heure prévue. Je ne sais pas si on a des questions urgentes. S'il y a, on peut les discuter ici ou vous pouvez participer dans la chat.fire.org. Est-ce qu'on a des points urgents encore pour aujourd'hui? Bon, sinon, je vous laisse. Je vous remercie et j'espère vous voir dans la chat.fire.org. Et Manaf, comment les développeurs utilisent les IG pour développeurs, je pense que le truc, c'est à partir de la package, mais il y a toute une série d'outils de Fire Clients, Fire Servers. C'est un bon sujet pour la discussion dans la chat.fire.org. J'invite tout le monde à participer là. Et bon, j'espère que ça a été utile. On aura surtout des autres sessions en français. Merci à tous et à très bientôt. Merci José, merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.